parler de YouTube et de la façon des opportunités pour développer son audience et ses revenus sur la plateforme. Alors on va commencer par présenter un petit peu les différents intervenants et notamment la plateforme. Bon, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter YouTube et de vous dire ce que c'est, mais les chiffres évoluent très très vite avec cette plateforme. Donc on va revoir un petit peu les chiffres clés. C'est plus d'1 milliard de visiteurs uniques dans le monde depuis déjà plus d'1 an. Donc c'est quand même un sacré palier et ça en fait le 2e moteur de recherche au monde après son propriétaire Google. C'est également, on le présente rarement sous cet angle-là, mais c'est le 2e réseau social au monde. Derrière Facebook, sachant que la compétition est acharnée et que YouTube passe devant certains mois dans certains territoires, et c'est déjà le cas depuis le début de l'année. Enfin, en termes de revenus, on estime que les revenus publicitaires de YouTube l'année dernière ont dépassé les 5,6 milliards de dollars, une petite somme en croissance de plus de 50% par rapport à l'année dernière. Et évidemment, les prévisions pour 2014 sont plus que prometteuses. Tout ça en 9 ans d'existence. Alors moi je me présente, je suis Donatien Boson, je travaille pour un multi-channel network, c'est un terme un petit peu barbare, qui en fait décrit des structures qui fédèrent, agrègent des milliers de chaînes YouTube et qui construisent une sorte de réseau dans le réseau pour aider les producteurs de contenu, qu'ils soient créatifs ou gros producteurs de contenu audiovisuel, à se développer sur la plateforme à travers la mise en place d'expertise, d'outils, etc. On y reviendra un petit peu plus tard. On a des exemples de multi-channel network qui ont un petit peu défrayé la chronique ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais Maker Studio, qui est le 3e du marché aux États-Unis, qui se fait racheter par Disney pour une somme assez confortable qui frôle le milliard de dollars. Et Vivo, qui est peut-être le plus connu des MCN, qui est spécialisé sur la musique, également en discussion de rachat pour une somme équivalente. Le MCN pour lequel je travaille est Base79, qui pour le coup est plutôt focusé sur le marché européen, à côté des mastodontes américains dont j'ai parlé là. Et qui agrège 2000 chaînes YouTube pour une audience de 800 millions de vidéos vues par mois. On représente par exemple des têtes que vous connaissez sans doute, comme Rémi Gaillard, qui sort d'ailleurs sa nouvelle vidéo dans à peu près 5 à 10 minutes, je crois. Allez la voir en sortant, c'est absolument exceptionnel, c'est sur la Coupe du Monde. Gros score en prévision. Et d'autres personnalités YouTube comme Minute Papillon, Davy Mourier, ou des producteurs un petit peu plus classiques en seconde ligne. À côté de moi, un visage qui ne vous est sans doute pas inconnu, Gonzague, qui est un de ces youtubeurs, comme on les appelle, et qui a déjà réussi à engranger une somme d'abonnés, somme toute honorable. Honorable, on va dire honorable, avec plus de 620 000 abonnés et 102 millions de vues cumulées pour 5 millions de nouvelles vues chaque mois. Je me dis qu'avant de te laisser la parole, on peut peut-être te présenter en vidéo, puisque c'est ce que tu fais de mieux. Impeccable. Merci de dire que c'est ce que je fais de mieux. Attends de m'entendre. Attends. Est-ce que ça marche ? Le défi, c'est Ippon sur le champion du monde de judo. Champion. Ça vous fait rire. Je connais pas, c'est qui il vient comme ça lui. Ça peut pas marcher à chaque coup, hein. Vous avez caché que t'étais un hardeur. On s'emballe. Alors, juste la bille. Alors, juste la bille.
I want to say just thank you. It's a great privilege to be here. And rendez-vous on gonzague.tv. Thank you very much. Et vive le cul. C'était les Oscars du cul, hein, c'est pour ça que... Bravo. Merci. On peut l'applaudir. Merci, merci. Donc maintenant que les présentations sont faites, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc on va faire un petit panorama des chaînes et des catégories stars sur YouTube. Comme je l'annonçais, on va évidemment aborder le sujet du développement d'audience, voir un petit peu les différents leviers de monétisation qu'un créatif a sur YouTube pour vraiment générer des revenus substantiels avec sa chaîne, et parler en conclusion des multi-channel networks et de ce qu'ils apportent réellement concrètement aux créateurs et producteurs. Donc, dans le monde, on a 655 chaînes qui mobilisent plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. En France, un petit peu moins. Forcément, on n'en a que 21 et 50 chaînes de plus de 500 000 abonnés, dont Gonzague, évidemment. Je me demandais si quelqu'un savait qui était le premier YouTuber au monde. Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle? Ah, bravo. On voit les gamers. Hein. On voit les gamers. Alors, Félix Kjellberg, effectivement, un Suédois de 24 ans, a 27,3 millions d'abonnés. Je ne sais pas si vous réalisez ça fait beaucoup de gros chiffres, hein, mais en comparaison, quand la France joue en finale de la Coupe du Monde, il y a 20 millions de personnes devant TF1. Voilà. Il génère 310 millions de vidéos vues par mois, tous les mois, et en croissance évidemment, et a déjà cumulé 4,6 milliards de vues. Et en France, on ne vous la fait pas, hein. Nickel, bravo. Bon, ils savent tout, donc on va se barrer, hein, parce qu'ils savent déjà tout. Bah, je vais mettre autoplay, puis on y va. Hein. Donc Cyprien, effectivement, un peu plus de 5 millions d'abonnés, 25 millions de vues par mois, sachant qu'il a aussi une deuxième chaîne qu'il co-anime avec un gamer qui s'appelle Cyprien Gaming, et qui donc, en fait, le propulse plutôt à 7,5 millions d'abonnés et à peu près 40 millions de vues. En dehors de ces youtubeurs, qui tous les deux sont nés en 89, font des vidéos dans leur chambre et sont fans de jeux vidéo, il y a quand même de la place pour d'autres catégories. Donc quand on étudie les catégories qui fonctionnent le mieux sur YouTube, voilà le podium, il n'est pas surprenant. En numéro 1, c'est la musique. En revanche, les jeux vidéo se positionnent bon deuxième, ce qui est un petit peu plus surprenant. Notamment avec l'essor de tout ce qu'on appelle le let's play, donc des joueurs qui commentent leur partie de façon humoristique. En 3, on a l'humour, et il y a plein d'autres catégories qu'on ne va pas appeler des niches, mais qui sont des catégories qui fonctionnent très bien, typiquement beauté, cuisine, sport, surtout les sports extrêmes, cinéma TV pour les trailers, et pas mal de vidéos high-tech pour les tests et unboxing, ces vidéos fabuleuses de gens qui ouvrent les boîtes de leurs produits et qui peuvent générer des audiences phénoménales. Comment on développe concrètement son audience sur YouTube? Et on arrive à obtenir des bases d'abonnés de 600 000 abonnés, comme toi, Gonzague. En réalité, les gens pensent tout repose sur le contenu. Ça représente que la moitié du travail. Le vrai travail, là où ça commence, bien évidemment que le contenu est important, mais là où ça commence vraiment, c'est quand la vidéo est terminée, quand il s'agit de la sortir. C'est vraiment de construire et d'appliquer une stratégie de développement d'audience. C'est pas moi qui le dis, c'est le boss de YouTube Monde, Robert Kinsel. Si vous passez tout votre temps à produire du contenu et absolument 0 minute à travailler sur la stratégie de lancement, ça ne marchera pas. C'est un fait établi, et je pense que tu peux confirmer, Gonzague. Ouais, non, clairement,
et c'est là où les MCN sont importants. Soit vous avez une très bonne connaissance de la plateforme, et dans ce cas-là, vous connaissez un peu tout ce qui est important, les miniatures, les tags, les heures à laquelle il faut poster, les annotations, toutes ces choses-là, il ne faut surtout pas les négliger parce que ce sont des outils qui sont fondamentaux. Alors ces outils, pour nous les créateurs qui ne sont pas super fun, c'est un peu chiant à faire. Donc moi personnellement je le fais parce que j'ai une bonne connaissance de la plateforme. Tu y es depuis longtemps. Et puis j'ai une certaine expérience et voilà. Mais pour un créatif par exemple qui fait de la musique, qui est un artiste reconnu, qui arrive sur YouTube, c'est super compliqué, ça prend beaucoup de temps et c'est surtout super chiant. Donc ces gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent souvent vers des MCN qui, eux, vont faire le boulot chiant à leur place. Alors je ne dis pas que tu fais un boulot chiant. Non, moi je l'adore. Je dis juste que tu te supplées à lui dans sa stratégie et franchement c'est super important. C'est vraiment fondamental. Donc levez le doigt ceux qui ont une chaîne YouTube ici là dans la salle pour voir à peu près. Ah ouais, pas mal. Ouais, donc déjà, vous voyez, il y a déjà pas mal. Et quels sont ceux qui pensent très bien connaître la plateforme et qui pensent optimiser leurs vidéos avec toutes les techniques? Voilà, il y en a un. Et en fait, ça, c'est un vrai savoir, c'est une vraie expérience. Et ça, c'est un vrai travail. Et c'est un travail qui prend du temps. Donc, si vous ne savez pas le faire, que vous voulez vous concentrer que sur l'artistique, eh ben, c'est bien de s'allier, par exemple, c'est un des métiers des MCN qui sont des nouveaux acteurs dans l'écosystème YouTube et qui aujourd'hui donc aide en fait tous ces créateurs de contenu. On a derrière nous les trois grands principes du développement d'audience. Certains sont en aval même de la création du contenu, d'autres en amont. Il faut d'abord, en fait, avant même de se lancer, il faut définir ce que vous avez envie de faire et pourquoi vous le faites et pour qui vous le faites. Donc vraiment faire ce travail, souvent on ne le fait pas, on se lance comme ça et puis on voit après. Mais il vaut mieux réfléchir avant au format qu'on a envie de lancer, qu'on sera capable de continuer à un rythme régulier. C'est très très important la récurrence, savoir établir un calendrier de programmation, dire à ses abonnés il y a une nouvelle vidéo tous les vendredis à 17h par exemple. Donc il faut en fait se poser déjà des questions en amont de la production de vos contenus et même de la stratégie de est-ce que vous allez faire plusieurs formats? Toi Gonzague, tu fais les défis, mais tu as aussi d'autres formats? Ouais, alors en fait, nous on essaye toujours de créer des nouveaux formats parce que c'est vrai qu'il y a une prime à la nouveauté qui est assez importante. Donc nous on a 3 formats, on a les défis, les histoires Facebook et les histoires Google Glass. Mais c'est vrai qu'on tente toujours des nouveaux formats. Et après, il ne faut pas faire un format qui n'ira pas plaire à l'audience que tu as déjà réunie. C'est un peu, c'est vrai que les défis, par exemple, c'est très masculin, et les histoires Facebook, c'est plus masculin et féminin. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis. Mais c'est vrai que faut toujours essayer aussi de créer de nouveaux formats. Mais quelquefois, on a passé 2 mois sur un format et ça n'a pas marché. On était dégoûtés. Mais après, c'est notre liberté aussi de création. C'est qu'on a la chance de pouvoir tester ces formats. Alors que si vous êtes en télé, si vous êtes dépendant d'une boîte de prod, il va falloir aller convaincre le dire prod en disant ouais, laisse-nous faire ça, et puis au final, le mec vous laissera jamais faire. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment la liberté totale pour essayer. Alors tout ne marche pas, mais après, ce qui marche, vous essayez d'en faire un format récurrent. Alors, il y a des mécanismes, tu en parlais tout à l'heure, d'optimisation de chaîne. On ne va pas rentrer forcément en détail là-dessus parce qu'on pourrait vraiment passer des heures à en parler. Et puis c'est un petit peu rébarbatif, mais voilà, il faut connaître tous les outils, toutes les fonctionnalités que propose YouTube, et YouTube en sort souvent des nouvelles, pour optimiser sa chaîne. Évidemment, la base, c'est les annotations, les appels à action, inciter son audience à s'abonner pour qu'un utilisateur, un spectateur occasionnel devienne un fan qui est notifié à chaque nouvelle vidéo et que ça... En fait, en construisant une base d'abonnés, on construit son audience durable. On mise sur le futur. Voilà, ce qui est super important, c'est que moi, j'avais fait un petit peu de télé avant. Et en fait, à la télé, c'est unilatéral. Vous avez les animateurs et leurs spectateurs. Mais ça n'allait pas dans les deux sens. Il faut profiter de cette interaction que nous permet le web. Par exemple, nous, avec les défis, on a été les premiers à dire bon, voilà, proposez-moi votre défi. Et les idées, c'est quand même le nerf de la guerre dans toute création.
Et donc, sur le site, on a plus de 80 000 idées de défis, dont 1000 très bonnes idées. Et je me dis, mais ça, c'est une richesse énorme. Donc, si vous pouvez faire participer en fait, vos fans, bah, derrière, en termes d'efficacité et de production, c'est tout bénef pour vous. Donc, profitez de cette interaction au maximum. Le judo, c'était une idée à toi ou d'un fan? Non, en fait, le judo, c'était un pote qui me disait ouais, putain, tu sais qu'il y a Teddy Riner qui s'entraîne là-bas et tout, mais vas-y, rentre en bas, tu fais semblant, style de rien et tout. Et vous êtes toujours potes? Parce que c'était pas un cadeau, ça. Non, mais là, c'est une histoire un peu compliquée. Après, j'ai un peu souffert. Le troisième grand principe du développement d'audience, pour avancer un petit peu, c'est tout ce qui est, et je sais que c'est très important pour toi, la cross-promotion et la collaboration avec d'autres chaînes. C'est quelque chose qu'on voit souvent, des youtubeurs qui s'invitent mutuellement dans les vidéos, qui font des featuring. Bon, évidemment, ils ne l'ont pas inventé, hein, ça vient de la musique, du rap en particulier, mais voilà, ça permet de toucher une audience différente et de croître rapidement en base d'abonnés. En fait, ce qui est super important, c'est vous vous rendez compte que quand vous avez des abonnés, vous êtes très, très, très prescripteur auprès d'eux, quoi. Donc, quand vous leur dites « Ah tiens, regarde, ça, c'est pas mal », eh ben, y a un lien fort avec eux, donc ils vont avoir confiance, ils vont aller regarder. Et donc, la cross-promotion, c'est hyper important. Après, ce qui est compliqué, c'est que moi, par exemple, sur YouTube, j'ai un public qui est un peu plus âgé que la moyenne, sachant que tu as 70% de l'audience sur YouTube qui a quand même moins de 17 ans, et moi, j'ai un public qui est un tout petit peu plus âgé. Donc, si je fais une cross-promotion avec quelqu'un qui a une cible beaucoup plus jeune, mes fans ne vont pas forcément le comprendre. Donc, moi, c'est un peu mon point faible. Mon point faible, c'est justement ces cross-promotions et tout ça. Je sais que c'est vraiment le truc qui me manque, mais c'est clair que c'est fondamental. Quand vous allez sur YouTube, je pensais toujours équipe avant de penser individuel, quoi. Ça, c'est super important parce que vous allez beaucoup plus monter en équipe qu'en étant tout seul. On va passer au chapitre suivant, puisque construire une grosse audience et une belle base d'abonnés, c'est bien, mais en vivre et en tirer des revenus, c'est aussi bien pour pouvoir continuer à en vivre. Il faut savoir que donc plus d'1 million de chaînes YouTube dans le monde sont membres du programme partenaire et donc activent la monétisation de leurs vidéos. Donc, des publicités sont vendues par Google devant leurs vidéos. Et les producteurs de ces chaînes récoltent un pourcentage de ces revenus publicitaires. On distingue 3 leviers principaux de monétisation qui reposent tous sur la publicité, hein. Donc, j'en parlais à l'instant, le partage des revenus publicitaires liés aux publicités diffusées sur les vidéos officielles. Donc en ce qui concerne les publicités diffusées sur les vidéos de la chaîne Gonzague TV. On a un deuxième élément qui est le partage des revenus sur les vidéos revendiquées. Donc ce n'est pas des vidéos qui sont sur ta chaîne, mais plutôt celles qui auraient été uploadées, peut-être pas de façon tout à fait autorisée, par des fans ou par des chaînes de buzz. Et tu as la possibilité, avec une détection soit automatique faite par Google, soit manuelle si la vidéo est passée entre les mailles du filet, de la revendiquer, c'est-à-dire de dire c'est à moi, je permets qu'elle reste sur YouTube. En revanche, Google, merci de mettre de la publicité dessus et de me donner ma part de ces revenus publicitaires. On verra quelques cas concrets tout à l'heure sur ce côté-là. Et enfin, les revenus issus des opérations d'opérations avec des marques, dont tu es un bon représentant, il me semble. Alors, moi, je vais revenir là-dessus. Moi, j'ai une autre façon encore de gagner ma vie. C'est que grâce à YouTube, en fait, quand par exemple, je fais des défis avec des stars à l'étranger, j'ai des chaînes des pays étrangers qui me disent voilà, est-ce qu'on pourrait utiliser en fait votre vidéo et tout pour passer à la télé, des choses comme ça. Et donc en fait, j'ai aussi un catalogue, et ce catalogue, quand il est rediffusé en télévision ou que ce soit à l'étranger, bah, les gens payent pour le diffuser. Donc là, c'est vraiment une logique de producteur. Vous avez un catalogue et vous faites tourner votre catalogue, mais c'est pour aussi vous faire une exposition dans le monde entier. Si je piège Rihanna, et ben ABC, ils vont m'envoyer un mail, est-ce qu'on peut diffuser vos images et on vous paye tant, voilà. Un youtubeur qui fait payer ABC aux US, c'est quand même beau ça. Bah, c'est normal, oui, c'est ta propriété. Normal, non, mais c'est ta propriété. C'est normal, mais les chaînes de télé ne le voyaient pas comme ça il y a encore quelques années. C'est bien qu'ils comprennent que tu es un vrai producteur.
Ah bah oui, mais puis ils comprennent derrière que sinon on gueule quoi, et que nous on fait pas la même chose, parce que nous si on pique le contenu des télés qu'on le remet sur notre chaîne YouTube, on va se faire démonter quoi. Donc il faut que ça soit pareil dans ça marchait dans un seul sens jusqu'à voilà, maintenant. ça marchait dans un seul sens, mais maintenant ça marche dans les deux sens. Surtout maintenant que les youtubeurs peuvent être défendus par des MCN qui voilà, Ouais, donc sont là pour faire respecter leurs droits. un des métiers des MCN, c'est aussi de protéger le contenu et le producteur, parce que c'est vrai que pour nous aller envoyer un recommandé à la BBC parce qu'ils ont repris une de nos vidéos sans demander, on n'a pas que ça à faire quoi. C'est relou quoi. Quand tu es créatif, t'as pas envie de faire ça quoi. Donc, mais c'est important quoi. Et donc sur le brand content, en fait, c'est des marques qui viennent vous voir et qui vous disent voilà, on aimerait bien faire une vidéo virale sur le net. Et c'est vrai que bon là je prêche un peu pour ma paroisse, mais quels meilleurs ambassadeurs que des gens qui ont déjà une légitimité et sont déjà reconnus sur le web peuvent s'associer à ce type de contenu. Et puis ça leur permet aussi de faire déjà une audience minimale assurée. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et c'est vrai que nous on est beaucoup démarchés par les marques pour faire ce type de vidéo. Alors concrètement, combien on gagne? On va parler en moyenne puisqu'il y a énormément de cas particuliers, d'exceptions, etc. Mais en moyenne, on considère pour le premier levier de rémunération dont on parlait, donc les publicités diffusées sur ta chaîne officielle, que les revenus du créateur s'élèvent à peu près, donc l'IRPM, c'est un terme un petit peu barbare qui définit le revenu effectif pour 1000 vidéos vues, et de 1 euro, donc les 1000. Donc plus concrètement, 1 million de vues rapporte environ 1000 euros au créateur du contenu, sachant que voilà, il y a plein d'exceptions. La zone géographique joue beaucoup. Il vaut mieux faire ses vues aux États-Unis, en France, en Angleterre ou en Allemagne qu'en Russie ou au Vietnam. Avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là, le marché publicitaire digital n'est pas encore assez développé pour permettre que la monétisation y soit rentable. Et puis même la période de l'année. Il vaut mieux faire un carton d'audience en novembre-décembre qu'en janvier ou qu'en juillet-août. Janvier, juillet, août, voilà, c'est pas le moment où tu lances un format. Et puis même des catégories qui sont un petit peu mieux rémunérées que d'autres. Typiquement la beauté, la high-tech vont être mieux rémunérées que la musique. Un créateur ou un producteur de contenu qui est adossé à un MCN Partner Sales va être également mieux rémunéré. Un MCN Partner Sales, c'est un MCN comme Base79 qui a un contrat de régie avec Google, et où c'est donc le MCN lui-même qui va vendre la publicité à la place de la régie Google. Donc concrètement, en ce qui nous concerne, on vend nous-mêmes la publicité sur les vidéos de Rémi Gaillard. Et on va la vendre plus cher, et ça va être plus rémunérateur pour Rémi, puisqu'on est à même de packager, de mieux cibler, de vendre en garantissant aux annonceurs que c'est du contenu premium, qui touche une certaine cible, et donc on vend peut-être un peu moins en gros que la régie Google, qui va vendre plus du volume, et on vend plus de la qualité et du ciblage. Donc les MCN créent souvent des packages sur des niches identifiées, la musique électro, le football ou la beauté, qui effectivement est un des packages les plus demandés par les annonceurs. Pour revenir sur les taux de rémunération, cette fois-ci pour les vidéos revendiquées, elles rapportent moins que la rémunération des vidéos officielles, puisque pour le coup, il s'agit en quelque sorte de vidéos pirates qu'on aurait un peu blanchies. Je mets beaucoup de guillemets là-dedans, mais voilà. Donc ça rapporte environ 2 fois moins, et la clé là-dedans, c'est plutôt de faire du volume et d'être très réactif. C'est-à-dire que dès qu'une vidéo est mise en ligne, il faut la revendiquer tout de suite. Il ne faut pas attendre qu'elle fasse 1 million de vues, parce que si on la revendique une fois qu'elle a fait son premier million de vues, ces vues-là sont perdues, cette rémunération-là est perdue, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas récupérer ces revenus-là. Et il faut savoir que dans certaines catégories, comme la musique et les labels de musique indépendants notamment, tirent l'essentiel de leurs revenus YouTube des vidéos revendiquées. On a certains labels qui travaillent avec nous. Il y a toutes les reprises et tout ça. Exactement. Pour ça, ouais. Toutes les reprises, l'utilisation de la bande son. De Rihanna, et c'est Rihanna qui va toucher les droits. Quoi. Exactement. Ou si quelqu'un décide de mettre votre bande son, votre musique en bande son de sa vidéo de mariage, c'est pour vous aussi.
Et il y a des vidéos de mariage qui font des paquets de vues. Donc voilà. Pour illustrer un petit peu l'importance d'être à la fois réactif et de faire du volume sur les vidéos revendiquées, nous, chez Base79, on a 2 exemples concrets. Donc, je vous montrais en préambule qu'on représente notamment la Fédération française de football. On a mis un dispositif en place avec eux. Pour le coup, il est impossible d'attendre le lendemain matin pour aller revendiquer des vidéos. Donc on met en place les soirs de grands matchs un processus à la fois automatique de création d'empreintes en live. C'est-à-dire qu'on upload sur YouTube sur un espace privé qui scanne le match pour créer des empreintes qui vont ensuite être comparées avec les uploads que vont faire les utilisateurs. Je sais, c'est un petit peu complexe. On a également un monitoring manuel, puisque si on a des gens qui simplement filment leur écran télé pour montrer tel but avec leur smartphone, il va y avoir une qualité un petit peu détériorée et qui va faire en sorte que la reconnaissance automatique d'empreintes va être difficile à faire. On a des gens qui regardent la plateforme en live pendant les matchs et qui revendiquent les vidéos manuellement. Sur le match France-Ukraine, le fameux qui nous a envoyé la Coupe du Monde de la semaine prochaine, on avait du coup à ce titre revendiqué plus de 100 vidéos avant même, à la fin de la première mi-temps, 300 vidéos à la fin du match et 900 au lendemain matin. Donc voilà, pourquoi c'est important d'être réactif, c'est parce que toutes les vues ont été faites dans cet intervalle de temps. Pour Rémi, c'était un petit peu différent, mais au moment où on a signé avec lui il y a un peu plus d'1 an, on a pris en main les choses, puisque pour lui c'était quelque chose de très chiant, pour reprendre des termes dont il n'avait pas envie de s'occuper, et on a fait le ménage, on a créé toutes les empreintes, on a re-uploadé ces vidéos en HD pour que les reconnaissances d'empreintes soient plus efficaces, et également pour que ces vidéos soient de meilleure qualité, et ça nous a permis de revendiquer 3000 vidéos en 1 mois et d'augmenter très significativement ses revenus dès les signatures. Évidemment, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas fait tout seul, je pense, sans vouloir m'avancer. On termine par le taux de rémunération des opérations de marque. Alors, je ne vais pas te demander de chiffres, forcément, Gonzague, si tu n'as pas envie de nous dire combien tu gagnes sur les OP de marque, mais c'est effectivement en fait, c'est un forfait. Je suis tellement nul en égo que dès que la marque arrive, je fais ouais, ok. Donc, il ne faut mieux pas que faut mieux pas que je dise de chiffres. C'est un forfait, ça dépend, d'où l'importance aussi de construire une base d'abonnés importante. C'est la première chose que regardent les agences médias et les annonceurs. C'est combien vous pesez. Et voilà, Gonzague, toi tu pèses pour une marque. Mais il regarde aussi en fait votre public aussi. Parce que c'est clair que si vous avez un public un peu plus âgé, en termes de... il y a beaucoup plus de marques qui sont intéressées. Si vous vendez des voitures, touchez les 13-15 ans, vous n'en avez rien à foutre, quoi. Donc c'est clair qu'il y a plus de marques qui sont intéressées par avoir un public un peu plus âgé. Donc moi, c'est vrai que sur YouTube, j'ai un public qui est un peu plus âgé, donc ça favorise pas mal de choses, quoi. Donc voilà, un peu la fourchette, les opérations commencent dans les 3000 €. Ça dépend aussi évidemment de ce qu'on vous demande de faire, si c'est très éloigné de ce que vous faites actuellement, ce qui en soit une mauvaise idée. Il vaut toujours mieux faire comprendre à la marque qu'il vaut mieux qu'elle s'intègre dans votre univers plutôt que l'inverse. Il peut y avoir un effet très négatif après de vos abonnés qui vous insultent, qui vous traitent de vendus. Donc il faut faire les choses avec intelligence. Et puis certaines OP culminent à des niveaux de rémunération très très importants. On en a déjà vu même qui ont dépassé les 150 000 €. On en a parlé tout du long, les MCN, les multi-channel network. En quoi ils peuvent aider concrètement les producteurs de contenu? Tout ce qu'on a vu là, même si on allait un petit peu vite, ça vous montre que pour un créatif, effectivement, il est difficile de maîtriser tous ces éléments. Le développement d'audience, l'optimisation technique, la cross-promotion, la gestion des droits, des conflits de droits de propriété intellectuelle. Quand vous avez d'autres chaînes qui revendiquent des vidéos de façon illégitime chez vous, il faut pouvoir se défendre. La négociation commerciale, tu en parlais aussi. Voilà, un créatif n'est pas forcément à même de pouvoir gérer tout ça tout seul à 100%. Donc les MCN sont là pour l'aider à se concentrer sur la création du contenu.
C'est une sorte de manager en fait, quoi. Donc il y en a qui se disent bah ouais, moi je peux. Par exemple, moi je suis indépendant et je suis relié à aucun MCN, mais c'est parce que voilà, j'ai un peu de notion sur pas mal de choses. Donc et puis je vais voir comment les choses vont évoluer. Mais c'est clair que le gamin qui a 13 ans, 15 ans, qui commence à avoir énormément de succès, ces choses-là, aller négocier, revendiquer son truc, ça, il ne saura pas le faire, puis ça ne va pas l'amuser et tout. Donc c'est clair que pour lui, c'est vraiment très important. Mais il n'y a pas que les gamins, il y a les artistes aussi qui ne veulent pas être concernés par faire tout ce type de démarche qui est, quand on est créatif, qui n'est pas forcément passionnante, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets-là? Je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade ou pas dans la salle. S'il y a des gens qui sont intéressés pour poser des questions. Non, mais si vous en avez rien à foutre, vous me dites. Non, mais ils ont envie d'aller manger, en fait. Non, personne? C'est clair? Ah. Alors, bah, je pense... Vas-y, mais sinon parle, vas-y. Vas-y. Ah, attends, je crois que le micro arrive vers toi. Il est là. Tu nous dis ta chaîne avant, hein, d'abord. Hein. Vas-y. Encore? Ouais, crie, vas-y. Crie, oui, allez. Crie. Ok, 1, 2. On est bon. Ouais, j'ai oublié ma question. Non. Ta chaîne d'abord. Ma chaîne, Coop Gameplays, vous pouvez vous abonner, c'est une chaîne de jeux vidéo. Il apprend vite. Merci, hein, Gonzague. Tout de suite, l'appel à l'abonnement, c'est bien. Commencez par ça, un pouce vert et abonnez-vous. Non, je voulais savoir, je regarde pas mal tes vidéos, Gonzague, et du coup, tu fais ce qu'on peut appeler du placement de marque, placement de produit. J'ai pas dû voir toutes tes vidéos, du coup, mais ça se concrétise comment tu places une marque ou un produit dans tes vidéos? Alors, il y a plusieurs choses. Quelquefois, je mets un produit, mais je suis pas payé. C'est juste, par exemple, tu vois, une fois, on m'avait proposé d'essayer Google Glass. Je n'étais pas payé pour les essayer et pour le montrer, mais j'avais juste l'opportunité de le faire, donc je l'ai fait. Tu vois, quand il y a une fédération qui m'ouvre ses portes, bah, je la mets en avant. Donc il y a des moments où les gens disent ouais, t'as un vendu, alors que c'est pas du tout une OP commerciale. C'est juste que comme je viens quand même avec mes défis mettre un bon gros bordel dans le lieu, je fais un retour d'ascenseur, si tu veux, pour aussi mettre en avant les gens que je piège. C'est la moindre des choses et c'est normal. Donc sinon, comment ça se passe? Tu as soit une agence, soit un annonceur qui vient te voir, qui dit voilà, la problématique de la marque, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qui soit marrant et tout ça. Donc on réfléchit, sachant que moi, si je sens que la marque, elle n'est pas dans l'esprit de la chaîne, si elle a trop peur, si c'est des valeurs qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on fait, j'y vais pas. Pourquoi? Parce que tu prends d'autant plus, quand tu t'associes à une marque, tu prends d'autant plus de risques de te faire démonter. Donc il faut que le niveau soit d'autant plus élevé. Et donc, tu réfléchis et tu dis, oh, on peut faire ci, c'est ça. Par exemple, tu as une marque qui est partenaire d'un événement, tu dis, ah bah putain, ils vont pouvoir m'aider pour avoir mes entrées pour faire des conneries à l'intérieur. Donc pour moi, c'est super avantageux parce que quand je vais faire un défi, il y en a 2 sur 3 que je mets à la poubelle, soit parce que j'arrive pas à passer les premiers trucs de sécurité, soit parce que c'est pas drôle, des choses comme ça. Mais là, du coup, si la marque, elle nous fait rentrer, par exemple, dans un lieu, déjà c'est un avantage énorme. Donc pour nous, c'est tout bénef. Et donc après, tu réfléchis avec elle sur quoi faire et tout ça. Mais les gens, les annonceurs qui viennent sur les marques, les annonceurs qui viennent sur YouTube pour communiquer, ils savent qu'il faut qu'ils envoient carrément plus que sur la télé. Si c'est pour faire de la télé sur le web, ils vont se planter, quoi. Il faut qu'ils jouent le jeu de la plateforme. Il faut qu'ils jouent le jeu, c'est du vrai contenu divertissant. Donc on regarde ensemble. Mais on m'a proposé 2 opérations, on m'a proposé énormément d'argent, mais ça correspondait pas à ce que je faisais, donc j'y suis pas allé, quoi, parce que ça correspondait pas. Donc il faut vraiment que tu dises, le premier réflexe, c'est de te dire ce que tu vas faire avec cette marque. Est-ce que tes abonnés vont aimer? Est-ce que c'est du contenu qui leur correspond? Et si c'est le cas, tu dis bah allez, on y va, quoi. C'est avant tout réfléchir en contenu. Voilà, c'est avant tout le contenu que la marque. Ouais. Deux petites choses, du coup, tu disais, bon, s'il y a une marque de brosse à dents qui veut te faire du placement de produit, j'imagine que tu diras non. Bah, ça dépend, parce que si le truc de brosse à dents, elle me dit, bah écoute, on fait, je sais pas, on fait le tournage d'une pub pour la brosse à dents, et tu vas te faire l'ingénieur du son qui fout le bordel sur le tournage de la pub, et on va filmer tout le off. Là, ça peut être marrant, tu vois. Donc tout est quand même possible, quoi. Et on se ferme pas. C'est pas le type de produit, en fait. C'est les opportunités qui se créent autour de la marque qui est importante. Parce que Studio Bagel a par exemple fait une vidéo avec Orangina.
Je sais qu'au début, ils ont refusé parce que Orangina, Studio Bagel, on voit pas trop le lien au début. Finalement, ils ont écrit tout un court-métrage qui s'appelle Mission 404 et que je trouve très bien et très drôle, qui est un placement produit affiché et assumé. Est-ce que, du coup, tu penses qu'un placement produit peut être une opportunité de créativité pour Bien sûr, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'à partir de la marque, ça devient pas seulement ton client, ça devient ton partenaire. Et eux, ils se disent comment faire du contenu fort. Voilà, on est vraiment main dans la main. C'est-à-dire qu'on se dit, on a les mêmes réflexes. On se dit, ah ouais, ça c'est pas drôle, ça c'est machin. Voilà. Donc on est, tu vois, Mission 404, c'était canon. Franchement, c'était génial ce qu'ils ont fait, quoi. Donc oui, il faut vraiment que la marque avec qui tu fais quelque chose, ça soit ton partenaire, que vous ayez à peu près la même ambition éditoriale, que ce qui vous fait marrer, ça les fasse marrer. Et là, ça marchera. Si c'est deux entités qui réfléchissent vraiment différents, ça ne matchera pas. D'ailleurs, récemment, il y a une marque qui a tellement joué le jeu qu'elle t'a piégé toi-même alors que tu pensais les piéger. Ah ouais, non, ils ont été forts. J'étais invité dans une émission, en fait, dans une émission de télé-réalité où je piégeais l'émission de télé-réalité. Et il y a un mec qui m'a contre-piégé. Et ça, un des professeurs qui t'a piégé. Ils ont été très forts. Autre question ? Une question d'ordre plus marketing, évolution du business. Aujourd'hui, Internet est devenu un vrai média. YouTube est un média dans le média. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en termes entrepreneurial pour toi, l'idée de faire par exemple du contenu en live premium ou par exemple chez un musicien, l'idée de, en plus de la vidéo gratuite à la consultation, développer une chaîne premium avec un abonnement, par exemple pour un musicien, faire du contenu live ou toi, pourquoi pas, du sketch en live qui, pour tes fans les plus absolus, voudraient avoir justement cette première essence créative, hein. Alors, ça dépend des créatifs. Moi, quand je tourne un défi, j'ai beaucoup de déchets et en live, ça donne rien parce que ça peut durer 3 heures pour avoir 1 minute de contenu. Alors que celui qui va faire son sketch, ça va être efficace tout de suite. Donc moi, c'est vrai que le live, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour le type de contenu que je fais, mais ça peut convenir à d'autres. Pour la musique, vraiment, pour le dire, exemple, voilà, évidemment. Par exemple, pour la musique, le mec, il dit, voilà, je fais un contenu premium que pour mes abonnés premium, où je vous fais un petit concert juste pour vous. Là, ça a vraiment un sens. Moi, pour ce que je fais, moins. C'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, sur YouTube, c'est que chacun fait comme il souhaite. Il n'y a pas de règle. Donc, tu vois, il y a par exemple qui font de l'appel aux dons de leur communauté. C'est par exemple Tipeee, je crois, qui Tipeee en fait, ou du crowdfunding via Kickstarter. Voilà, des choses comme ça. Et ils disent à leurs abonnés, ah bah tiens, est-ce que vous pouvez me financer pour que je fasse des vidéos? Chacun a vraiment à son modèle. Donc, il y a vraiment une liberté. Il n'y a pas de faut faire ci, faut faire ça. Et de même, en termes de carrière artistique, ce qui est un bien grand mot pour ce que je fais. Mais par exemple, il y en a qui se servent de YouTube comme tremplin pour le cinéma, d'autres pour la scène, d'autres pour la télé. Moi, je viens de la télé et j'ai fait du net après. Et pour moi, c'est plus un aboutissement parce que j'arrive à vivre comme ça, je fais ce que je veux. J'ai aucune contrainte éditoriale, de temps, de périodicité. Donc pour moi, c'est une liberté qui est énorme. Quand tu sais que quand tu as été en télé, tu devais faire 2 minutes toutes les semaines. C'était le même format, le truc, c'était beaucoup plus compliqué. Que quelqu'un doit valider tout ce que tu fais. Quelqu'un valide, sinon ça c'est trop touchy pour cette chaîne-là, machin, tout ces choses. Donc en fait, il n'y a pas de parcours type. Tout est possible. Et comment on se sert de la plateforme, c'est selon ce qui te convient et tu t'adaptes en fait. Voilà, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de parcours type. Mais pour revenir sur le live premium payant, oui, il y a des grosses opportunités dessus, spécifiquement sur la musique. Et d'ailleurs, YouTube est sur le point de lancer cet été ou à la rentrée un service un petit peu à la Spotify sur YouTube avec une partie payante par abonnement. Et évidemment, je pense que l'événement live sera un levier important pour faire basculer les gens vers le modèle payant. Donc ça risque d'être un peu balbutiant encore dans les prochains mois, dans l'année prochaine, mais il y a un gros avenir à ce niveau-là. Une autre question? Bonjour. Alors motive-nous un petit peu. Combien tu gagnes à peu près mensuellement? C'est pour toi la question, c'est pas pour moi. Je crois pas. Est-ce que tu peux préciser à qui s'adresse la question? Moi, je gagne à peu près YouTube, ça me rapporte à peu près 2 000 € par mois en revenu sharing. Et les opérations sur marque, c'est c'est au coup par coup, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué et je veux pas m'avancer sur des tarifs parce que c'est pas encore des choses qui sont très
tout fixé, ça dépend énormément. Et puis moi, comme je suis nul en égo, si tu veux, je préfère... On m'a appris un truc. Au début, j'étais trop mauvais, quoi. Et le mec m'a dit, mais t'es con, quoi, laisse-les parler avant. Et alors, je les laissais parler, ils parlaient pas. Et je faisais, putain, mais parle. Et puis voilà, donc, ouais, non, bah, c'est un marché qui est assez... ça dépend de la marque, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, quoi, mais tu peux dire que tu en vis, c'est ton ouais, activité à plein temps. Aujourd'hui, moi, je suis professeur à la fac à côté. Et je gagne mieux ma vie sur YouTube qu'en étant professeur à la fac. Oui, c'est sûr. Mais c'est un travail de longue haleine quand même. On a quand même plus de 100 vidéos, c'est un investissement permanent. Mais après, j'ai pas l'impression de travailler. Je m'amuse. T'as les risques du métier aussi. Ouais, non, mais ouais, voilà. Mais ça se, voilà, mais c'est extrêmement privilégié. Si tu veux. On est payé pour s'amuser, c'est fabuleux. Une autre question, en soi. Il me semble que le studio Bagel a été racheté par Canal+ il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Je crois que Golden Moustache appartient aussi à un grand groupe média, je ne sais pas lequel. M6. Merci. Donc comment tu vois cet effort de concentration qui est en train de se faire justement au niveau de producteurs qui à la base, à mon sens, sont indépendants? Est-ce que c'est un mouvement qui, selon toi, va s'accélérer? Est-ce que ça va être compliqué pour toi de garder ton indépendance justement en tant que producteur? Parce que je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment génial et ça redistribue vraiment la donne. Tu peux le dire à Samantha. Je lui enverrai un petit texto. Et donc voilà, comment tu vois cette pseudo-concentration dans le secteur? Alors, c'est à moi ou à Donatien? Je pense que ça peut être à tous les deux, mais vas-y d'abord. C'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui. Nous, les petits producteurs indépendants, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Parce que c'est évident qu'à partir du moment où tu as un groupe avec beaucoup d'abonnés, ils se relayent tous. Et du coup, toi, quand tu es seul, ça devient plus compliqué. Donc, est-ce que l'avenir, c'est forcément d'intégrer un gros groupe comme ça? Je sais pas. Moi, je préfère toujours rester indépendant et tout, mais peut-être qu'un jour, on sera obligé de le faire. C'est vrai que tu as une concentration du secteur qui fait aujourd'hui que YouTube est en train de changer de forme. Tu vois aujourd'hui que sur la home, c'est souvent des vidéos de Bagel, de Golden Moustache, et que pour les petits indépendants, c'est de plus en plus compliqué. Donc, est-ce que notre avenir, c'est aussi forcément d'intégrer un groupe comme ça? Peut-être, on verra. On verra. Après, il y a deux choses. Il y a des groupes qui sont les multi-channel networks, qui sont des groupes 100% web, 100% YouTube, et les groupes médias traditionnels, comme Canal+ ou M6, qui débarquent sur la plateforme. Et comme ils n'ont pas pris conscience de cette révolution à temps, leur meilleur moyen pour eux de s'y lancer, c'est de racheter les gros déjà en place, comme Bagel ou comme Moustache. Donc voilà, il peut y avoir un phénomène de concentration en allant rejoindre un MCN qui comporte d'autres youtubeurs avec lesquels tu vas pouvoir collaborer. Ouais. Si tu nous rejoins, tu fais des collaborations avec Rémi Gaillard. Bon, merci à tous. Merci à tous.